Bienvenue dans Les Invisibles, le podcast de TV Monaco qui met en lumière les femmes et les hommes de l'ombre du sport, de la principauté. Dans ce podcast, je donnerai la parole à celles et ceux qui travaillent avec les athlètes, avec les clubs, mais aussi au sein même des compétitions et des événements sportifs de Monaco. Projecteur, micro tendu à celles et ceux que l'on n'entend jamais ou trop peu. C'est parti pour Les Invisibles. Nouvel épisode des Invisibles avec aujourd'hui à mes côtés un homme au contact des stars, celui qui lance les invitations aux plus grands athlètes de la planète. Il est meeting manager pour le fameux meeting Hercules qui a lieu tous les ans au Stade Louis II. Rémi Charpentier, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment ça va ? Très bien. Rémi, depuis mars 2010, donc soit plus de 14 ans, vous êtes manager sur le meeting Hercules. D'abord, qu'est-ce que c'est un meeting manager ? Comment on pourrait traduire ça en français ? Très bonne question. La traduction en français, c'est plus, on va dire, donc meeting, c'est l'événement, et manager, donc c'est plus dans la gestion de beaucoup des aspects pour que cet événement puisse se dérouler. Alors, en quoi ça consiste ? Donc dans mon cas précis, la majorité de mes actions s'orientent autour du plateau athlète, donc c'est-à-dire faire les invitations pour que les athlètes puissent participer, mais également leurs conditions de voyage, leurs conditions d'accueil, en fait tout ce qui va se lier à la participation d'un athlète depuis la validation de sa participation jusqu'à sa performance et son retour aussi. C'est par vous que tout passe du coup, sur toute la gestion de l'athlète. Exactement, tout ce qui est athlète pro-participant, ça passe par moi qui valide. Voilà, c'est vous qui appelez, qui logez. Donc comment ça se passe la logistique de tout ça, comment la machine fonctionne ? D'abord, il y a le choix des épreuves. Enfin, d'abord le choix d'une date. Donc ça, c'est plus le meeting global. C'est une soirée, on ne peut pas tout faire. Exactement. Et aussi, nous appartenons à la Diamond League, qui est un circuit d'élite, 14 meetings plus une finale. Qui s'est terminé le week-end dernier. Exactement, qui s'est terminé le week-end dernier à Bruxelles. Et de ces éléments-là, on doit avoir un minimum d'épreuves dans la série, donc dans les 14 meetings, pour que les athlètes puissent se qualifier pour la finale. Donc chaque meeting ne choisit pas ses épreuves à la carte. On a des épreuves imposées, 14 épreuves. Donc c'est déjà la première étape et le choix des épreuves. Puis après, le contact avec les agents, les coachs pour faire notre pub, beaucoup de réseaux. Et ensuite viennent les négociations financières si les athlètes ont choisi de venir. Pour certains, pas pour pas tout le monde sera payé, mais c'est beaucoup d'échanges. Et comment ça se passe ce contact justement ? C'est vous qui allez chercher les athlètes ou c'est le meeting qui attire les athlètes ? Le Diamond League est quand même le plus haut niveau mondial, avec le plus haut prize money sur toutes les séries. Donc de base, un athlète, après les championnats du monde, c'est sa priorité. Rajoutez à cela que Monaco, ce sont toujours des conditions incroyables. Niveau de la mer, pas de vent, le climat méditerranéen. Oui, en plein été. Ouais, mais pas violent non plus. C'est en soirée. Et comparé à nos malheureux collègues de Bruxelles ou des fois de Stockholm, Bruxelles, il a plu. Nous, les athlètes savent qu'ils auront les conditions propices pour la performance. Donc ça, c'est la première étape. C'est qu'on n'a pas besoin de faire la pub de Monaco. Les athlètes veulent venir. Après, il y a un budget à tenir. Il y a des prétentions financières pour certains athlètes et il faut faire des choix. Donc je fais le parallèle avec une équipe de foot. À un moment, on ne peut pas avoir Haaland, Mbappé, je vais pas dire, et Messi. Les trois, il n'y a aucun club qui pourra faire ça parce que les salaires ils exploseront. Donc nous, on doit faire des choix dans les stars, dans les épreuves, et en essayant de satisfaire au maximum notre public. Et donc c'est vrai que ça s'apparente à une sorte de draft et de mercato pour avoir les meilleurs le jour J du meeting. Et une fois que vous les obtenez, comment ça se passe après, derrière, sur un athlète, le suivi, tout ce qui va se passer pour lui jusqu'au meeting et après ? Déjà, il y a beaucoup d'autres meetings auxquels il participe. Donc nous, faut qu'on s'intercale là-dedans. Il faut que son manager boucle les voyages pour pouvoir faire point A, point B, etc. Et de ces éléments-là, après, voilà, ils arrivent à Monaco dans les 3 ou 2 jours avant. On les accueille, on les héberge, ils s'entraînent, etc. Et là, on est vraiment petits soins pour eux. Et le vendredi soir, c'est showtime. Je suppose qu'il y a une logistique matérielle en plus à gérer avec tout ça. C'est-à-dire que s'il y a une épreuve de perche, il va falloir gérer toute la logistique. La perche, parce que effectivement, les athlètes voyagent avec leur perche.
donc qui font 5 mètres de long, dans un fourreau qui fait une vingtaine de centimètres de diamètre. Toutes les compagnies aériennes ne les prennent pas, même beaucoup maintenant ne les prennent plus. Pour quelle raison? Les mêmes raisons que les compagnies aériennes nous font payer la petite valise en cabine. C'est juste à un moment, ils n'ont plus trop envie de s'embêter pour satisfaire en termes de service client, je pense. Enfin, là, je ne vais pas rentrer dans les compagnies aériennes. Ils le faisaient très bien avant, ils ne le font plus. Voilà. Ils ont décidé de plus le faire. C'est comme avant, on pouvait prendre nos bagages, etc. Et là maintenant, faut payer. Voilà. C'est plus cette évolution générale d'une baisse de service des compagnies aériennes que les perchistes se sont pris de plein fouet. Mais il faut qu'ils voyagent avec leur perche. Donc il faut qu'on trouve des astuces, savoir qui vient, qui peut amener les perches de qui. Enfin, c'est une très très complexe gymnastique logistique. C'est déjà arrivé qu'un athlète se retrouve sans son matériel au-delà de la perche, même sur d'autres disciplines? Dans la perche, il y en a une fois, oui. Enfin, ça arrive, je pense. Chaque année, on a un meeting Diamond League où un athlète n'a pas ses perches qui sont arrivées. Et il doit sauter avec des perches d'emprunt. Et c'est d'ailleurs arrivé à Piotr Lisek, ici à Monaco, 2015 peut-être. Et il emprunte des perches et il gagne. C'est fou ça. Ça, c'est fou. On sait que la perche, c'est très précis. Hein. Chacun a sa perche. C'est un indice de dureté. Et puis surtout, il y a des habitudes. C'est comme, on va dire, de base, il y a beaucoup de... Ce sont des modèles standards. Mais suivant comment on a sauté avec, la perche se fait un peu à nous. C'est comme des crampons de footballeurs. Le meeting Hercules a eu lieu juste avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'était la dernière répétition pour les grands noms de l'athlétisme. Quel bilan? Je dis le dernier, c'est un des derniers. Londres, il y avait Londres, c'est vrai qu'il y a Londres juste avant. Quel bilan vous en tirez de cette édition 2024? Sportivement très positif, car on a eu la chance d'avoir de nouveau, donc je pense pour la 9e fois dans l'histoire d'Hercules, un record du monde. Jessica Hull, l'Australienne, qui a explosé le record du 2000 mètres femmes. Après, on a été pas mal parce que la semaine d'avant à Paris, elle était à moins d'une seconde du record du monde sur 1500 mètres. Donc les indicateurs étaient vraiment ouverts. On a fait ce qu'il fallait en termes de lièvre pour vraiment l'accompagner quasiment jusqu'au bout. Elle a fini, je crois qu'elle a eu que 500 mètres à faire toute seule. Et puis après, grâce aussi à la Wavelight, cet outil nouveau qui fait exploser les records en donnant une allure précise pour les athlètes. Qu'est-ce que c'est la Wavelight pour ceux qui ne connaissent pas? La Wavelight, très simplement, c'est un système de lièvre lumineux à l'intérieur de la piste qui indique les allures à suivre. Donc, je ne sais pas si tout le monde va avoir cette référence, mais dans Gran Turismo, quand on faisait des sessions, il y avait le Ghost qui nous indiquait notre meilleur tour. Ça ressemble un peu aussi à ce qu'on a en natation quand on voit la ligne de record du monde. Exactement, sauf qu'à la natation, c'est qu'à la télé. Là, les athlètes peuvent l'avoir. Exactement, donc tout le monde peut l'avoir et ça rajoute vraiment à tous les niveaux pour les athlètes, pour les spectateurs, pour les téléspectateurs. C'est des indicateurs incroyables. Parce que le drame se construit, on sait est-ce qu'elle va battre le record du monde, est-ce qu'elle est en train de se battre avec, à quoi ça va se jouer, et on a vraiment ce repère-là, qu'avant on avait juste le chrono une fois la ligne franchie, mais là on sent les derniers 100 mètres, on sent ce drame monter, ce suspense, et ça c'est vraiment une grosse plus-value. Il y avait encore un super plateau cette année, à Monaco. Oui, mais on a quand même été impacté par l'année olympique avec de grosses défections la semaine du meeting. Dans l'Iles par exemple. Dans l'Iles, Gianmarco Tamberi, donc 2 champions du monde en titre, qui sont pas venus, donc heureusement on avait quand même de la profondeur dans le plateau, et sur nos 14 épreuves, 10 ont été champions olympiques à Paris. Donc cette petite stat, on la garde dans la poche parce que c'est vrai que même si à ce moment-là, il manquait peut-être un peu d'éclat, si on fait le bilan, 10 sur 14 ont été champions olympiques. Ça a de la valeur pour nous. Vous étiez déçu de ne pas avoir Noah Lyles? J'ai quand même eu le champion olympique. Letsile Tebogo. Et en fait, oui, bien sûr, j'étais déçu parce que c'est aussi un super garçon. Mais après, c'est plus un ensemble. On a eu une belle performance. J'aimerais bien tous les avoir. Et à un moment, il y a aussi un budget. Et surtout, comme j'ai dit, la Diamond League est très importante, mais reste seconde derrière les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde.
Et on est conscient de notre position. Bien sûr. Et malheureusement, il n'a pas pu être chez nous pour des soucis. Si on était après les Jeux, il serait venu. Mais là, le mini risque que ça pète avant les Jeux, enfin pas que ça pète, mais de ne pas être à 100% pour les Jeux était présent. Et forcément, c'est un risque qu'il ne voulait pas prendre. Exactement. Tambéry, c'était pareil, il était déjà même. Tambéry, lui, il était 3 jours avant en Hongrie. Il voulait tester un back-to-back pour répéter série finale. Et sauf qu'il était vraiment trop affûté. Et là, effectivement, à un moment, quand on a moins de 3% de masse grasse, quand on a fait oi. Et le pauvre, malheureusement, tellement il était trop près physiquement, pardon. Et il nous a fait des calculs rénaux avant les Jeux. Et le matin, il était encore à l'hôpital sous perf, le matin de sa finale. Donc, Tambéry. Et puis Tambéry, c'est vraiment un garçon avec qui Monaco a une histoire très particulière. 2016, il se fait la cheville chez nous, alors qu'il venait de battre le record d'Italie à 2,39, il tente 2,41, sa cheville, arrachement ligamentaire. Adieu les Jeux, alors qu'il allait les exploser les Jeux. Tambéry, la star du saut en hauteur, on précise. Tout à fait. Gianmarco Tambéry, Jimbo pour les intimes, et qui est un vrai personnage. Lui ne fera sans doute jamais le record du monde, mais quand il est dans un stade, il le chauffe plus que le monde d'eau. Et puis il a un vrai duel en plus aussi avec Barchim. Mais malheureusement, il y a une petite passation générationnelle, et Barchim ne fait que la médaille de bronze à Paris. C'est vrai. Et comment dire, je fais une grosse promotion de notre événement, mais le premier et le deuxième des Jeux sont les premiers et deuxièmes de Monaco 2024. Donc, et qui sont un peu plus jeunes et sur une autre courbe de progression. Mais donc, par contre, Jimbo, c'est vrai que c'est un personnage. Et tous ceux qui l'ont juste côtoyé, on ne peut que s'attacher. C'est récurrent sur les meetings comme ça d'avoir des accros, des abandons de dernière minute. Bien sûr. Vous y êtes habitué? Bien sûr, bien sûr. Non, ça fait partie du jeu. Il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Et donc prévoir des choses qu'on ne mettra pas forcément en place, mais pouvoir réagir. Comme avoir Usain Bolt par exemple. Alors ça, c'est... on a un peu plus de temps pour le prévoir, mais c'est sûr que l'avoir un mois avant pour son dernier meeting professionnel... Et c'était pas prévu en plus, c'est ça? C'était son souhait, et malheureusement, Usain Bolt a un prix, et qu'on n'avait pas le budget, et qu'on a dû batailler pour trouver des partenaires pour pouvoir se l'offrir. Et au final, ça s'est fait, et sa dernière course et victoire en meeting d'athlétisme fut à Monaco. Donc ça aussi, c'est une fierté de toute l'équipe, qu'il nous ait choisi nous. Ça montre aussi l'impact du bien sûr. meeting. Voilà, il a choisi Monaco pour sa dernière représentation. Voilà, effectivement, c'est de la fierté. Donc il y en a qui sont durs en négociation, il y en a qui sont durs à faire venir. Il y en a qui ne viennent pas. C'est pas qu'ils sont durs à faire venir, c'est qu'il y en a, on entend les managers. Je leur dis, on va se mettre d'accord de pas s'accorder et on va passer sur d'autres athlètes. Après, c'est, comment dire, il y a agent et agent. Et c'est pour des prétentions à chaque fois trop élevées? Bien sûr. C'est uniquement pour ça? C'est là où ça pousse. C'est là où ça bloque. Voilà. Après, l'athlétisme n'est pas le sport le plus riche non plus. Donc, et puis surtout, on est un one-day event, donc une soirée. Voilà, on peut pas, si on compare à d'autres sports où, par exemple, le joueur veut avoir sa place garantie dans l'effectif et de faire tous les matchs. Voilà, nous, si on le prend, c'est pour qu'il court. Donc voilà, cet aspect-là, nous, c'est déjà réglé en fait, de le faire venir. Mais non, c'est juste prétention. Moi, il me faut tant en prime promotionnelle. Je fais, non. Et hop, et on va voir ailleurs. Est-ce que ça s'est déjà mal passé avec un athlète? Ça se passe jamais mal, parce que c'est... Même en termes de regard, on a les hôtels qui annulent, enfin des annulations qui peuvent faire que ça a été compliqué. Ah, compliqué, oui, bien sûr, compliqué. Mal, non, parce que ça reste l'athlétisme. On met tout en place pour de faciliter les complications. Mais mal, ça voudrait dire un esclandre, l'athlète qui dit je me barre. Non, on essaye d'éviter d'arriver à ce stade ultime. Est-ce que les hommes sont plus difficiles à convaincre que les femmes? Alors, malheureusement, c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir apporter de réponse, parce que on a des managers et des agents qui nous font qui font barrière, en fait. Voilà, qui sont le tampon. C'est pas l'athlète lui-même. C'est pas l'athlète directement qui. Exactement. Il faut négocier avec les managers, en fait. Et puis même, il faut déjà convaincre les coachs. Alors, est-ce que c'est plus compliqué avec les managers et coachs des hommes que des femmes? Et là, malheureusement,
le monde du sport professionnel n'a pas encore la gender equity, donc on n'a pas assez de panel féminin pour pouvoir dire c'est plus compliqué avec les femmes ou les hommes. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, c'est un sport, un des premiers sports, et ça évolue. On a beaucoup de collègues féminines qui arrivent, mais ça reste un sport encore à majorité très masculine. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer dans votre métier? C'est une question pas simple, parce que définir quelque chose, ouais, en fait, définir quelque chose de difficile, enfin, définir ce métier comme difficile, sauf qu'on sait de base quelles sont les conditions, donc c'est plus difficile. C'est juste, voilà, telles seront les tâches, et c'est pas une histoire de difficulté, c'est plus une histoire de savoir que il y aura beaucoup de choses à gérer dans un laps de temps très court, et qu'on ne sait pas encore quels seront les impondérables. Mais c'est dire que c'est difficile, c'est se moquer un peu, parce que si c'est difficile, le fais pas. Qu'est-ce qui est le plus passionnant? Le plus passionnant, c'est vraiment quand les athlètes arrivent, monter les courses avec eux, échanger vraiment et ce mini suivi que j'ai la chance d'avoir, c'est entre le moment où on met en place les paces, qui vient, la wave light, ou quel couloir un sprinter veut être, et qu'après la performance se passe. C'est ça. Et le plus gratifiant, c'est quand l'athlète vient te voir après et te remercie. En termes d'organisation, il y a quelque chose et en termes aussi de sportif, il y a quelque chose qui a été très impactant il y a quelques années, c'était le Covid. Oui, tout à fait. Alors cette période n'a pas été simple, heureusement, grâce à l'aide du gouvernement monégasque et de plein d'autres parties, nos partenaires, on a réussi à organiser un meeting. Et c'était le premier meeting et quasiment le premier événement sportif avec du public. C'était incroyable. C'est clairement, ça. Par contre, c'était une quantité de travail énorme, parce qu'on a fait venir des athlètes des Amériques, Canada, Jamaïque, Jamaïque, donc pas plus au final, mais États-Unis, puis aussi d'Ukraine, Ouganda, Kenya, Éthiopie, et pour tous concourir au même moment. Et la fierté que nous avons, c'est que le nombre de points du meeting 2020 de Monaco lui aurait permis de se classer dans les 14 meilleurs meetings mondiaux, donc de la Diamond League, les 9 années précédentes. Enfin, les 10 années précédentes même. Donc on a fait un vrai meeting de la Diamond League. Malgré toutes ces fans qu'on a dû trouver, on n'a pas mis le lancer long pour mettre la chambre d'appel à l'intérieur, enfin sur la pelouse, pour pas qu'il y ait d'interaction entre l'extérieur et l'intérieur. Donc c'était vraiment trouver des solutions, mais se réinventer complètement. Oui, parce que là vous aviez les mêmes problématiques que d'habitude, avec en plus les problématiques du Covid qui s'ajoutaient. Alors, les problématiques des voyages et des participations ont été très facilitées, parce qu'il fallait un visa, il fallait une autorisation pour entrer sur le territoire. Sure. Donc ça, c'était un mois avant, on savait qui venait. Par contre, quand il venait, c'était vraiment l'inconnu. On a fait venir tous les Américains par un vol de Londres pour entrer à Schengen à Nice, et tous les Africains par un vol d'Istanbul pour également rentrer directement à Nice, parce que normalement ils passent par Amsterdam, et sauf que là-bas on maîtrisait pas Schengen. Ici on avait toutes les autorisations sur le territoire français, mais c'est vrai que et puis il y avait pas beaucoup de vols non plus à cette époque, donc c'était passionnant. Il fallait trouver une solution à chaque problématique. Mais oui. Sauf que la solution qu'on trouvait, la problématique A, crée une problématique B. Par exemple, comment on empêche des athlètes de se croiser? Alors, c'est pas les empêcher. En fait, c'était deux catégories de population. Il y avait la partie publique, que mes autres collègues géraient, et la partie compétition, athlète, manager, etc., que moi je gérais avec mon équipe. Et donc là, on avait créé une bulle au maximum. Parce que l'idéal, c'était qu'ils se côtoient le moins possible, pour limiter les risques. Alors ça, de base, c'était masque pour tout le monde, mais c'était aussi test PCR 3 jours avant, tous les 3 jours. En fait, il y en a, ils ont fait un test avant de partir, moins de 72 heures, puis un test avant la compétition, moins de 72 heures, puis un test avant de repartir pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Donc il y en a, ils ont fait 3 tests en 5 jours, pour bien limiter la propagation du virus.
Rémi, votre arrivée en tant que manager coïncide aussi avec les débuts du meeting en Ligue de Diamant. Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Alors, je suis arrivé, donc j'étais stagiaire avant, 2008-2009, et c'est vrai que l'entrée de Monaco dans la Diamond League a rajouté un cahier des charges assez lourd, et qu'il fallait des ressources pour aider à pouvoir satisfaire à tout cela. Et donc, ça a juste été une suite logique de me faire entrer pour gérer justement un nouveau site web, une base de données qui n'existait pas avant, tous ces outils numériques et digitaux. Et puis, il y a justement un renforcement, une montée en puissance. C'était une vraie volonté de Jean-Pierre Chebal? Tout à fait. Et je pense de toute l'équipe de se renforcer. Et vu que j'étais quand même partie de l'équipe les étés précédents, voilà, ils m'ont proposé, j'étais parti pour faire un master à l'université de Kansas, mais telle opportunité, la création de la Diamond League, on ne va pas créer une ligue mondiale tous les 2 ans, donc j'ai dit si ça marche pas, je retournerai faire mon master. Mais ça fait 15 ans que j'y suis. Est-ce que c'est le même meeting qu'il y a 14 ans? Non. Puis c'est pas non plus la même société, c'est pas les mêmes athlètes. Tout a beaucoup évolué. Là, actuellement, si on regarde la télé d'il y a 14 ans, si on regarde l'Internet d'il y a 14 ans, la consommation de sport, de contenu, c'est plus le même monde. C'est autant de 1960 à 1980, c'était un peu le même fonctionnement, mais là, 2010 n'est pas pareil que 2024, de la même façon que 2015 n'est pas pareil que 2024. C'est une vraie évolution permanente. Et en fait, faut pas se baser sur ce que c'était avant, mais il faut justement essayer de voir quel sera le futur pour tenter d'être le moins en retard possible, parce que on joue aux gendarmes et aux voleurs avec la technologie. C'est une évolution positive? Positive, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Et maintenant, avant le sport à la télé, c'était quelque chose d'incontournable. Maintenant, il faut se battre avec beaucoup de concurrence, mais c'est bien, ça fait sortir de la zone de confiance. Mais des ados, ils vont regarder des Twitch d'e-sport plutôt que regarder un meeting d'athlètes. Donc ça, malheureusement, c'est un fait. Donc il faut voir comment essayer de récupérer un peu de cette cible-là sans perdre notre cœur de cible, qui sont les passionnés, les familles, parce que l'air de rien, un meeting d'athlètes dans un stade, on ne regarde pas un meeting d'athlètes dans un stade, on le regarde à la télé, dans un stade, on le vit. Parce que c'est vraiment, ça fait vibrer l'athlète qui jette son dossard, le petit dernier qui voit des grands champions courir devant lui. Donc c'est vraiment, ce n'est pas un produit fini, l'athlétisme, il y a un très très beau futur, mais il faut être en constante recherche d'évolution. Dans quel domaine les évolutions ont été les plus déterminantes depuis 14 ans? Il doit y en avoir. Ouais, j'essaye d'être pertinent et concis. On peut déjà parler dans la technologie pour les athlètes, parce que c'est vrai que les nouvelles chaussures avec les plaques en carbone ont permis un bond des performances, mais la qualité des pistes, ça c'est quelque chose dont peu de personnes parlent, mais l'évolution des pistes, pour mon opinion personnelle, a joué un encore plus gros rôle dans l'évolution des performances positivement. Parce que si on prend les chaussures de maintenant, qu'on les met sur une piste cendrée de 1970, ou si on prend les chaussures de 70 qu'on les met sur une piste maintenant, je suis pas sûr que ça soit celui avec les dernières chaussures qui soit le plus rapide. C'était quoi une piste il y a 14 ans et une piste aujourd'hui? Fondamentalement le même produit, sauf que là ils sont allés chercher le gain ultime. Donc c'est comme la plaque de carbone dans la chaussure, et le retour d'énergie de la piste, tous ces éléments-là, c'est comme un ballon il y a 14 ans de foot et maintenant. C'est vraiment, c'est des gains marginaux, mais qui permettent ce pourcent gagné qui fait tout exploser. À Paris, ils sont allés chercher, ils en ont fait une piste écolo, je crois. Alors maintenant, de toute façon, c'est dans l'air du temps. Avec les coquilles, je crois qu'il y a... c'est exactement des coquilles. Je ne pourrais pas dire de quel je sais plus je pense que c'est de moule ou de... Je pense moule ou huître. Moule ou huître, ouais. J'ai vu passer ça, ouais. Maintenant, tout ce qui est production industrielle, à part le pétrole, se tend vers une démarche éco-responsable. Qu'est-ce qui fait que ce meeting est incontournable et qu'il a été élu le meilleur meeting du monde à de nombreuses reprises? Déjà l'héritage, parce que c'est pas
un nouveau venu. Là, il y a le meeting de Silesia qui a été meilleur meeting au monde en termes de points. Ce sont les meilleurs en termes de points, mais il faut encore qu'ils se fassent leur place dans dans l'échiquier mondial. Alors que Monaco, c'est Monaco. C'est Monaco, ça fait depuis 1987. Oui, parce que nous, on dit 14 ans par rapport à la Diamond League. La Diamond League, mais ça existait déjà avant le meeting de Monaco. On parlait de Jean-Pierre Chebel, donc le directeur depuis la création du meeting. Le travail accompli pour établir Monaco au top et le conserver, c'est déjà ça qui fait que Monaco, les gens veulent venir. Après, effectivement, comme on l'a dit, la pertinence de la date qui permet d'avoir des conditions météo toujours incroyables pour la performance fait que ça se coche très facilement dans un calendrier. Et après, il y a effectivement l'appartenance à la Diamond League qui permet de s'offrir les meilleurs athlètes du monde grâce à ces différents revenus. C'est cet alliage-là qui fait que Monaco pèse autant qu'un Toulouse au rugby, par exemple. Bien sûr. Il faut préciser aussi que vous faites partie des top meetings et pourtant vous n'avez pas les moyens que d'autres meetings peuvent avoir. On est plutôt dans la fourchette basse. Et comme j'aime à dire, on s'est fait un peu dépasser par les gros, mais on était un peu le Leicester à l'époque où ils ont gagné au foot. Ça n'était pas le plus gros budget, mais à chaque fois, ils avaient des joueurs clés. Et comme Jamie Vardy, c'est clairement Letsile Tebogo qui a été champion olympique après Monaco. Et voilà, c'était pas la star avant les Jeux. Nous le pensait, on a eu le nez creux. Combien d'athlètes ça représente sur place un événement comme le meeting de Monaco? Une cent-vingtaine. Une cent-vingtaine. Donc là, on parle des athlètes purs qui vont concourir. Bien sûr, après, parce qu'il y a tous les staffs autour. Après, il y a le coach, physio, manager. Enfin, il y a l'entourage aussi qui représente. Famille, on évite un maximum. Ok. Famille, parce que déjà, c'est des coûts. Par contre, c'est sûr que une Shelley Fraser-Pryce qui vient d'accoucher, qui a son petit, le petit est bien sûr le bienvenu. C'est plus que de la famille. Mais c'est vrai que les entourages nous prennent pas mal aussi d'énergie parce que ça fait partie du jeu. C'est ce qui fait donc la renommée de ces meetings de la Diamond League, c'est le plateau et on peut dire que c'est un peu grâce à vous quand même. Non. Parti. Et pas modeste, Rémi. Je suis la partie immergée. Mais si j'avais pas mes collègues qui me permettaient de pouvoir mettre toutes ces interactions en place. Mais oui, c'est un vrai travail d'équipe. Oui, voilà, c'est clairement, je pense que l'iceberg est une belle métaphore. C'est que il faut vraiment cette base. Faut un mythe. En fait, on a beau avoir, même si j'avais un budget 10 fois plus gros, si le meeting n'était pas de qualité, les athlètes ne viendraient pas parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas performer. On a beau, on peut essayer de les payer 100 000 $ pour gagner, mais après, si ton meeting est pété et que ils vont peut-être tenter une fois, et après ils viendront plus et ils iront ailleurs. Donc c'est vraiment réussir à organiser une compétition de qualité qui est cette base. Et ça, c'est le responsable du stade. C'est le responsable des équipements. C'est un peu tout. Rémi, on va sortir un petit peu du meeting. On va rester tout de même à Monaco. À votre arrivée au meeting en 2010, vous avez également commencé à travailler avec la Fédération monégasque d'athlétisme en tant qu'event manager, il me semble. C'était quoi votre rôle au sein de la Fédé? Alors, le meeting est organisé par la Fédération monégasque d'athlétisme. Et donc, event manager, pourquoi? Parce que, comme je disais pour meeting manager, là, event, c'est plus large. Et c'était m'occuper de différents événements, parce qu'il y a également le Monaco Run. Différents événements d'athlétisme. Exact, toujours dans l'athlétisme. L'événement incontournable de course à pied en principauté. Donc, c'était justement aussi pour mettre en place ces différents événements. Ok. Donc pendant 7 ans, vous avez géré tout le calendrier de la fédération d'athlétisme sur les événements majeurs. Voilà, disons que je n'ai pas géré le calendrier, c'était plus quand il y avait les événements, j'étais impliqué pour gérer, suivant l'événement, différentes tâches. C'est compliqué à organiser des événements pour une petite fédération? Très très bonne question. Comparé aux autres, ça pourrait l'être, sauf qu'il y a une grande expertise, du fait de l'expérience. Donc,
voilà, c'est pas simple, mais ça glisse. C'est vraiment l'équipe est rodée, ils savent quoi faire, on va rien leur apprendre. Donc voilà, c'est des impondérables externes qui sont à gérer, contrairement à d'autres événements où en interne c'est la cata. Là, voilà, c'est pas un souci. Votre histoire avec Monaco, elle est aussi sur la piste, parce qu'en parallèle, vous êtes vous-même athlète, vous avez été athlète et vous avez participé aux Jeux des petits États d'Europe avec Monaco. Tout à fait, mais là, ça n'a rien à voir avec les athlètes qu'on mentionnait précédemment. Bien sûr. C'était plus au niveau régional, national, mais les Jeux des petits États, c'est quelque chose. Quand on y a goûté, c'est pour ça. Enfin, techniquement, j'aurais dû arrêter de courir, mais je continuais de m'entraîner pour faire les Jeux des petits États, parce que bon, c'est les collègues. Il y a des médailles. Des médailles, mais surtout des belles expériences. En fait, les Jeux des petits États sont les Jeux olympiques des petits pays. Donc on se retrouve. On sait la complexité que c'est pour Monaco d'aller briller sur les Jeux olympiques. Exactement. Ça sert aussi à ça pour ces plus petits pays qui n'ont pas les mêmes moyens, les mêmes voilà. Exactement. Donc les Jeux des petits États d'Europe, à mon époque, on était 8 pays. Donc l'Islande, Luxembourg, Saint-Marin, Andorre, Monaco, Malte, Liechtenstein. Donc voilà. Et pour Monaco, c'est effectivement le moyen de briller dans une compétition multisport, vu que là, on se retrouvait pas tous les mêmes sports que les Jeux, mais une bonne moitié, je dirais. Et puis donc on partait avec les gars de volley, et c'est vrai que le judo, et on rencontre plein d'autres gens, c'était vraiment une très très belle semaine. C'est pour ça qu'on continue de s'entraîner 2 ans. C'est des bons souvenirs. Très très bons souvenirs. C'était top. Comment ça s'est fait cette histoire avec Monaco du coup? Tout simplement que à l'époque, au tout début, il a pris sa retraite depuis, mais ça a été un des piliers de l'athlétisme à Monaco, qui est Jacques Candusso, ancien entraîneur du demi-fond. Je cherchais un club et il avait une place dans son groupe pour un coureur de 800 comme moi. Et donc j'ai rejoint l'AS Monaco Athlétisme. Et après, de chemin faisant, tout s'est un peu élargi effectivement. Vous avez une vraie attache à la principauté. Vous avez donné également des cours à l'université. Ça s'est arrêté, je crois, récemment. Qu'est-ce que vous y enseignez? L'événementiel sportif. Donc, toujours en lien avec ce que vous faisiez. Exactement, vraiment un partage d'expérience. Là, je vais faire ça plus vers d'autres campus. Mais c'est vrai que oui, Monaco. Après, là, on en arrive aussi à cette chance qu'à Monaco d'avoir un souverain qui est passionné de sport et qui fait que la principauté respire le sport. Et on a des outils incroyables ici. Ouais. Les différents princes, d'ailleurs, ont toujours amené des évolutions dans... Tout à fait. Alors, je n'ai pas eu la chance de côtoyer les précédents. Le prince régnier. Donc, mais effectivement, c'est lui qui était le prince régnant quand le meeting a été créé. Mais notre souverain actuel est vraiment une locomotive pour le sport. Et voilà, c'est le sport et la principauté, ça ne donne qu'envie. Pourquoi cette attache à Monaco? Clairement, déjà Monaco, il fait bon vivre. Mais comme je disais, cet élan sportif global, Monaco pue le sport. Et on voit là, il y a un match de Ligue des Champions qui va arriver. Ils se donnent les moyens. Ils se donnent les moyens. Il y a une chaîne là qui couvre beaucoup de sports aussi. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est même pas un plan d'État. C'est pas un plan gouvernemental comme la France a pu faire avec l'ANS où on va relancer le sport. Monaco, le sport est dans son ADN. Et c'est impossible quand on travaille dans le sport à Monaco de ne pas s'y attacher. C'est un des éléments qui fait briller en plus Monaco. Exactement. D'avoir pas forcément. Alors bien sûr, il y a des clubs, qui en plus qui n'ont cessé de grossir. L'ASM n'a cessé de grossir depuis 20-30 ans. Mais il y a aussi cette volonté d'avoir des événements de renommée internationale. Mais c'est clairement ça. Et là, on regarde d'un côté le Grand Prix, le tennis, deux monuments, deux éléphants chez nous aussi. Le rallye, le jumping. Voilà, exact. Mais par contre, il y a aussi des événements qui sont incroyables, que n'importe quelle nation aimerait avoir, et que nous, vu qu'il y a le Grand Prix qui occupe une telle place, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir quasiment tous les mois un événement international sportif. Et après, là, on parle de jumping, on a le Mare Nostrum,
Enfin, on peut en citer un par mois. Et puis ça continue de se développer aussi. Et c'est vraiment... Non, le sport à Monaco fait que quand on est dans cette industrie, c'est impossible de ne pas s'y attacher. On fait une petite pause avec un petit jeu. C'est habituel dans l'émission. Un petit quiz sur l'athlétisme. 3, 2, 1, yeah. Pourquoi le meeting s'appelle Hercules? Très bonne question. Plusieurs origines. La plus ancienne est déjà pourquoi Hercules à Monaco. Déjà, c'est celle-ci. Donc si on revient, pourquoi Hercules à Monaco, c'est la légende grecque que il serait passé par ici, d'où le port Hercule, etc. Et donc création d'un meeting d'athlétisme, réflexion, enfin je pense, je n'étais pas là à cette époque, j'avais 1 an, mais réflexion sur comment donner un nom qui s'apparenterait à ce sport olympique premium. Et donc on a déjà Hercule à Monaco. Hercules était une sorte d'évidence, et à ne pas oublier que à l'origine un des premiers clubs d'athlétisme de Monaco s'appelait l'Hercules. Voilà. Très bonne réponse. Parfait. Ouf. On peut pas faire plus complet. On match. Hercules détient désormais 4 records du monde encore en cours avec Jessica Hull. 3. Alors peut-être que ça a bougé. On va voir. Quels sont les 3 autres? On a le 2000 mètres par Jessica Hull. On a le mile par Faith Kipyegon qui a battu Stéphane Hassan. On a le 3000 mètres steeple femmes par Béatrice Chepkoch. Et nous n'avons plus le 1500 femmes. Chez les hommes, le 5000 mètres. Tu vois, bon. C'est bon, je l'avais oublié. Effectivement. Bravo. C'est bien ça? On le garde. C'est bon. On le garde. Et donc, dans l'histoire, on en a 9. On a battu 9. C'est énorme. C'est là, on en a. Si on regarde Zurich, qui était la Mecque avant, donc nous on en a battu 6 depuis notre présence en Diamond League. Zurich en a battu 0. Sur les 15 dernières années, on a eu un record du monde 40% du temps. Si on fait la conversion mathématique. Car il y en a, ils attendent toujours un record du monde, tout court. Quel est le plus vieux record du meeting? J'ai des sueurs. Non, le plus vieux record du meeting doit être un lancer. Alors, c'est pas un lancer de marteau. Après, je suis sûr de gagner potentiellement sur quelque chose en sortant le lancer du javelot ancienne génération, ancienne nomenclature. Et j'en ai un plus ancien. La longueur femme. Je crois que c'est 91 le lancer. La longueur femme. Et sur en 90, le 12 août 90, j'ai le mile avec le Kenyan John Ngugi. Ça fait très intéressant pour les prochaines 1990, oui. Peut-être que grâce à TV Monaco, on va rajouter une épreuve pour faire le record du meeting. Ça pourrait être pas mal, en effet. Faut le faire tomber celui-là, 1990. Oui, mais ça reste qu'un record du meeting. Mais c'est à noter qu'un mile peut être intéressant. Ils sont 2 à détenir 2 records du meeting. Qui sont-ils? Faith Kipyegon, de sûr. Évidemment. Morcelli? Non, il y en a un autre. Chez les hommes, alors c'est un très grand nom de l'athlétisme, du sprint. Michael Johnson? Non. C'est pas Gatlin? C'est Justin Gatlin. Il a toujours le 100 mètres et le 4x100. Ah, ok. Bien joué le 4x100. Bravo. Il y avait un petit piège. On est taquin. C'est beau. Plus surprenant, le record du 200 mètres femmes n'a plus été battu depuis les années 90, 1993, je crois, avec Merlène Autet. Oui. C'est surprenant, ça, quand même. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y ait très peu de 200 mètres femmes depuis ce record? Voilà, on n'a pas mis en place le 200 mètres à beaucoup d'occasions. Mais c'est vrai, non, c'est juste une coïncidence que il ne soit pas tombé. Mais ça devrait pas tarder, j'espère, d'ici 2026. D'ici 2026. Voilà. Ok. Rémi, passons à la suite. Depuis février 2023, vous êtes directeur du célèbre meeting Nikaya.
Anciennement Meeting International de Nice, donc vous avez dirigé pendant 2 ans. Comment s'est passée cette édition 2024 ? Alors on le précise, Meeting Nicaïa, il y en a à qui ça parle. Ce n'est plus le Meeting Nicaïa le monument qu'on a connu à une époque, que vous avez remis sur pied. Comment ça s'est passé ? L'édition du renouveau l'an dernier 2023, donc 2024, la seconde édition. Pour tous ceux qui ont organisé des événements savent que c'est littéralement la plus dure. Et le fait de réussir à la mettre en place, c'est déjà une victoire. Parce que c'est beaucoup de... Enfin, c'est l'année où il faut convaincre encore plus. Et on a réussi à le mettre sur pied. On a eu des très bons résultats sportifs. On a eu des athlètes qui étaient très heureux d'être là. Et puis qui après sont allés briller sous d'autres cieux, comme Elliot Giles, qui gagne le 1000 mètres, qui s'est emparé du record du monde de miles sur route il y a 2 semaines à Düsseldorf. Et donc non, c'est vraiment un bilan de toute l'équipe organisatrice qui est assez positif et qui donne envie d'en voir plus pour le futur. Comment ça s'organise pour vous, cet événement ? C'est pas exactement le même poste que vous occupez, du coup, je suppose que vous gérez encore plus de choses en étant à la tête de ce meeting. C'est ça, mais c'est quand même beaucoup moins haut que Monaco, donc avec beaucoup moins de contraintes. Donc c'est plus vraiment une supervision et de la coordination de beaucoup d'aspects. Mais c'est tout aussi intéressant. Et ça aussi permet de détecter vraiment, de donner leur chance à beaucoup d'athlètes en développement qui n'ont pas forcément le niveau pour faire un Continental Tour bronze. Mais quand le coach de Face, Kipyegon, dit moi je crois en lui, mais il n'a pas d'épreuve, il n'a pas de crédit encore, on le fait courir et il repart avec une très belle perf qui lui permettra d'entrer dans d'autres meetings. D'accord, oui, donc qu'on comprenne bien, les invitations ne sont pas les mêmes là. Non, bien sûr que non. Là c'est vraiment quand on a voilà, Elliot Giles, c'était clairement une tête d'affiche. Et alors que si on compare, il était à Monaco également, mais c'était un peu, il était comme tout le monde à Monaco. Pourquoi vous avez décidé de faire renaître ce monument ? Un gros concours de circonstances, un peu lié au Covid, parce qu'en 2021 justement, donc ce meeting international de Nice consistait à offrir leur chance aux athlètes à la recherche de minima pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, mais en avril 2021, un repic du Covid fait que beaucoup d'événements soit s'annulent, soit se repoussent, sauf que la deadline pour se qualifier au jeu du 29 juin ne bougeait pas. Donc beaucoup d'athlètes m'ont sondé, et managers m'ont demandé qu'est-ce qu'il était possible de faire. Et j'ai demandé à 2-3 partenaires comment faire, s'il était possible de faire quelque chose. Et on a mis quelque chose en place sans aucune prétention. Mais là, les athlètes sont venus de partout. Nouvelle-Zélande, Argentine, Canada, Afrique, Asie, pour cela. Et sur les 127, 13 ont réussi les minima. Et donc, on a eu un très bon meeting en termes de résultats. Et ce qui nous a permis d'avoir justement de pouvoir prétendre à un label international. Et à partir de ce moment-là, avec cet élan de sportif et athlétique sur la Côte d'Azur, parce qu'on a parlé de Monaco et de Monaco Run, mais il y a également le marathon Nice-Cannes, la Prom classique, le semi-marathon de Nice, un peu plus loin le marathon de Saint-Tropez. Je me suis dit, tentons de voir s'il est possible de faire un meeting Continental Tour bronze, donc là je parle du 4e niveau mondial, voilà, donc on va dire un bon niveau européen. Mais ce n'est pas du tout, et ce n'a pas de prétention de Diamond League, mais voir qu'est-ce qu'il est possible de faire en place pour justement continuer cet entrain, ce cercle vertueux de l'athlétisme azuréen. Avec une orientation particulière, vous avez voulu vraiment porter des valeurs sur ce meeting, qu'elles soient sociales, écologiques. C'est la chance de pouvoir commencer un meeting, parce que là c'est vraiment un début de Nicaïa, il n'y a plus que le nom. Et vous êtes parti de zéro là. Voilà, on avait plus de, on est vraiment parti de zéro. Et partir de zéro, donc en 2023, c'est de l'inclusion sociale, des opérations sociales, du développement durable. Et on avait cette chance de pouvoir les définir dès nos premiers objectifs et de ne pas avoir de changer déjà des piliers établis
qui des fois, en termes de partenaires, en termes de protocole et tout, sont différents. Là, on est parti directement. Première édition, développement durable est un pilier. L'inclusion par tout type est un pilier. Les opérations sociales sont un pilier. C'est vraiment, on est parti de zéro et on a pu définir ces fondations-là, qui, quand on a déjà un événement existant, sont beaucoup plus ardus à mettre en place. Un meeting écolo, ça se traduit comment? Je vais vous reprendre sur le meeting écolo. Meeting écolo, c'est un peu du greenwashing. C'est dire on est là, on fait ça. C'est pas forcément un meeting écolo de dire on recycle, mais c'est plus dire un meeting conscient de tout ce qui est de développement durable. Donc ça consiste à un plan de transport local, à ne pas avoir de navette en minibus et choisir un hôtel qui est sur la voie des trams, ce qui permet d'effectuer tous les transports locaux avec le réseau de transport existant. Donc déjà y compris les perches. Les perches, ouais, ça fait mal. Là, j'ai des collègues qui l'ont fait à pied cette année. De l'aéroport au stade, ils m'ont un peu insulté. Mais non, mais ça, par contre, les perches, voilà, malheureusement, ça sera sur un minibus. Mais tous les athlètes se retrouvent dans ce tissu de transport local, ce qui permet dans l'établissement de l'empreinte carbone, d'avoir cette charge en moins. Mais c'est par exemple quand on discute avec notre partenaire Puma, on a fait quelque chose qui n'avait encore jamais été fait, du moins chez eux, c'est qu'au lieu de nous envoyer du matériel neuf produit pour nous, on allait taper dans l'inventaire d'invendus. Ce qui a permis de réduire de 45,5 la production de matériel pour le meeting. Donc c'est un état d'esprit en fait. C'est pas un meeting écolo, c'est comment, et en partant de zéro, ça permet de mettre en place cela. Mais c'est vraiment à tous les niveaux. Je vais faire un parallèle. Là, il faut rester un peu avec moi, mais je crois que c'est une IRM. Quand on fait une IRM, on nous infiltre un produit qui se diffuse de partout pour que ça soit visible lors de l'IRM. Et là, c'est ça, c'est vraiment, dès le début, mettre cette conscience, l'imprégner à tous les niveaux et tous nos interlocuteurs, que ce soit les partenaires, les bénévoles, les athlètes, pour que ça soit dans l'ADN de l'événement. Donc ce meeting, il a 2 ans, il est tout frais. Quel est son avenir? Quelle direction vous voulez lui faire prendre? Je pense que là, d'abord, c'est conforter sa place. C'est compliqué de parler d'un avenir tant que le présent ou le futur à très très court terme est encore indécis. D'abord, c'est vraiment se dire Nice, c'est sympa pour courir vite. Qu'on arrive à avoir ça chez les athlètes, qui puissent se dire oui, j'aimerais bien. Enfin, oui. C'est vraiment, je pense que c'est plutôt ça, c'est établir l'événement chez les athlètes, chez les partenaires, avant de réfléchir à un potentiel futur. C'est vraiment, on a un niveau, confortons-le, et après, projetons-nous sur la suite. Votre passion pour l'athlétisme, elle est née quand et comment, Rémi? Oula, ça remonte. En fait, le terme passion est venu sur le tard. J'avais des facilités quand j'étais plus jeune. Au collège, j'étais jeune sapeur-pompier. Il y avait des cross-country. J'étais pas mauvais, j'ai les gagnés. Après, je gagnais des 800 mètres qu'ils organisaient. Et là, je me suis mis à l'athlétisme en arrivant à Nice. À cette époque-là, donc, j'étais pas mauvais. Et la passion est venue après la pratique. C'est vraiment le fait de pratiquer et puis de découvrir au fur et à mesure. Et puis après, d'avoir été stagiaire au meeting, c'est là vraiment où la passion s'est établie. De découvrir ce monde incroyable. Et ça le reste. Quelle était votre spécialité? 800 mètres. Comme Gabriel Tual. Exactement, notre champion français. Quel niveau vous avez atteint? Niveau régional, mais assez pour avoir une bourse aux États-Unis qui m'a permis de payer mes études et donc d'être bilingue. Et donc, quand je suis arrivé en stage ici, à la Fédération monégasque d'athlétisme, de faire mes preuves. Mais non, voilà, c'était un niveau pour faire les Jeux des petits États, c'était très bien. Donc vous avez beaucoup travaillé sur l'athlé, vous n'avez travaillé que sur l'athlé, ça a toujours été votre discipline? Non, d'autres sports également, mais c'est, comment dire, l'athlétisme est tellement un sport de niche qu'il y a beaucoup à faire quand même. Donc c'est vrai que j'ai fait un peu des piges sur 2-3 autres événements. Là,
J'ai participé à l'organisation de la Coupe du Monde d'e-sport, ici à Monaco, une fois de plus, par exemple. Mais c'est vrai que l'athlétisme me prend la majorité de mon emploi du temps, donc j'ai pas vraiment l'occasion de lui faire des infidélités. Il y a d'autres sports que vous appréciez? Tous les sports. C'est... Vous mangez du sport à haute dose? Ah oui, moi le sport, c'est... Voir du sport en direct, je suis moins derrière la télé, je préfère aller dans les stades. Mais c'est comme, comme aller voir un film. Sauf que on connaît pas l'histoire. Tu peux aller voir un match de rugby de Stade Niçois, comme un match d'hockey sur glace. Et puis là, on est bien, c'est bonnard, on est avec les copains. Ça change de Netflix. Il y a un autre événement dont on n'a pas encore parlé, c'est les Jeux Olympiques. Vous avez dû les suivre, je suppose, vous qui mangez du sport et notamment de l'athlétisme. Comment vous les avez trouvés, ces Jeux de Paris? Très réussi. Sportivement, c'était vraiment incroyable. Avec, pour les équipes locales, les équipes françaises, beaucoup de réussite. Et puis oui, c'est vrai, un élan incroyable. Vous qui travaillez un peu justement dans la logistique de meeting, vous imaginez la logistique qu'ils ont eue là à Paris? Je l'ai vu, j'ai beaucoup de collègues qui y travaillaient. Et c'est un autre monde. Les moyens sont triplés, quadruplés. Et c'est même plus une machine de guerre, c'est énorme. Et les épreuves d'athlètes donc du coup? Très belle, très très belle. Avec justement, ce que je disais, là on a eu la chance d'avoir beaucoup de conversions de champions de Monaco qui sont champions olympiques. Donc la championne du 100 mètres de Monaco et la championne olympique du 100 mètres qui n'avaient pas qui n'étaient pas sous les auspices des bookmakers. Pareil pour Tebogo sur 200. Donc là, on rajoute Amishker à la perche, Nina Kennedy, pas Amishker à la hauteur, Nina Kennedy à la perche. Enfin, tous ces individuels qui sont allés chercher un titre. Je parle même pas des médailles, je parle juste des titres. C'était appréciable de voir que on avait quand même au final un beau plateau parce qu'on avait ceux qui allaient briller. Vous aviez eu du nez. Ou, à l'inverse, on a eu la chance qu'ils nous choisissent. C'est vrai, aussi. Est-ce qu'il y a eu des athlètes qui vous ont surpris sur ces Jeux? J'essaye de réfléchir très rapidement aux surprises qu'on a eues. Non, tout avait du sens. On a eu un peu quelques tristesses de voir des gens pas aller en finale ou pas avoir de médaille, mais c'était des jeux très cohérents. On parle des Jeux, il y avait aussi les Jeux paralympiques. On parle de paralympiques. Vous avez une histoire justement avec le sport paralympique, notamment un partenariat là, que vous avez développé entre Nice et la fédération. C'est ça, avec la Fédération française en e-sport. Donc on organise des épreuves en e-sport paralympique pour nos amis britanniques. Et c'est vraiment, quand je parlais des piliers, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. On a cette chance que lors de notre lancement, la Fédération française en e-sport nous a fait confiance. C'est vrai qu'on n'avait pas vraiment d'expérience. On souhaite faire des épreuves paralympiques. Et on ne fait pas de soucis. On vous sanctionne, vous inscrit au calendrier paralympique international. On vous supporte, etc. Donc c'est vraiment très appréciable. Et le mouvement paralympique, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi? Pour l'avoir fait, en fait. Faut voir ce que ces athlètes arrivent à mettre en place. C'est juste des épreuves para, peu importe le niveau. Puis je pense qu'on a vu ça aussi aux Jeux paralympiques. L'émotion est à minima aussi belle que les valides et des fois est encore plus exacerbée. Là, je ne parle plus de parathlétisme, mais l'épreuve de boccia de la petite française qui a été submergée par l'émotion, qui ne s'est pas rendu compte qu'elle a balancé ses boules. Pour être vulgaire, c'est comme si on jouait à la pétanque et qu'on a dû attendre de voir ce qu'allait faire sa concurrente pour savoir si elle était vraiment champion olympique. Et il n'y a pas une personne devant sa télé ou dans le stade qui n'avait pas de suspense, qui n'avait pas cette émotion pour elle, qui espérait vraiment que ça allait se faire. Je pense. Et ça, c'est pas comme si on regardait un épisode de Derrick. Bien sûr. Là, sur le coup, on est devant et on va pas zapper, on va attendre que l'autre lance ses boules juste pour savoir. Et puis aussi, l'histoire des athlètes aussi, parce que on parlait de Jimbo Tamberi avec lequel on a une histoire, mais beaucoup de ces athlètes ont des histoires, ont dû
traverser des adversités, les dépasser. Et à Nice, on a fait une opération d'initiation au parathlétisme. Donc c'était des personnes en situation de handicap auxquelles on a fait découvrir les épreuves du parathlétisme. Donc il y avait une petite dame, 24 ans, qui n'avait jamais couru avec un guide. On lui a fait, on l'a mis en condition, on avait la ficelle, etc. Et on a dû prendre des relais parce qu'elle nous épuisait. Elle voulait faire que courir. Parce que c'était la première fois qu'elle se sentait en sécurité totale pour pouvoir courir à 100%. Et elle n'avait pas les bonnes chaussures, il n'y avait rien. Mais et juste ça, et puis ils viennent te dire merci. Enfin, juste ces éléments-là font qu'une fois qu'on y a goûté, on veut vraiment le développer encore plus parce que ça devient comme une drogue de kiff, quoi. Parce qu'on voit que c'est pas encore assez développé même. Et qu'il y a non, c'est vrai que c'est un de mes souhaits, c'est développer ce mouvement, mais sans forcer. Et lui donner de la visibilité aussi. Exactement, mais... Parce que là, mais ça va arriver tout seul. Oui, voilà. Ça va arriver tout seul. Une fois qu'on y a goûté, personne ne va revenir en arrière. Après, par contre, c'est sûr que des épreuves paralympiques, c'est plus lourd en logistique, suivant les niveaux. Donc, il faut vraiment être pertinent dans les choix et dans les moyens. C'est pour ça que Nice, clairement, nous n'avons pas encore les épaules pour organiser des épreuves en fauteuil, parce qu'on n'a pas la logistique avec les équipes pour gérer ces épreuves-là. On ne pourrait pas les accueillir dans des conditions optimales de performance. Et c'est le but ultime d'offrir les mêmes conditions de compétition aux para-athlètes qu'aux athlètes olympiques. Ok. Pour finir, Rémi, 2 petites questions. La première, quels sont vos meilleurs souvenirs sportifs au meeting Hercules ? Il y en a une énormité. Un qui vous a touché plus que les autres, un ou deux qui vous ont touché, marqué plus que les autres. C'est plus une alliance de ce que je disais, la symbiose après les performances avec les athlètes. Quand une Faith Kipyegon claque le record du mile et que, donc pour la petite histoire, l'an dernier on avait prévu un 1500 mètres femme pour qu'elle vienne taper le record du monde du 1500, et un mois avant elle devait en faire un à Rome pour se préparer pour Monaco. Sauf qu'elle a tellement bien préparé qu'elle a tapé à Rome. Et la première chose son manager m'envoie, il m'a dit, la première chose qu'elle m'a demandé, c'est qu'est-ce que va dire Rémi ? Et donc là le truc c'est qu'on a changé pour un mile justement pour lui offrir une autre opportunité de record du monde. Et après la course, elle a fait, t'as vu, je t'ai fait un record. Et c'est juste, mais c'est tous ces moments-là c'est vraiment toute cette reconnaissance qu'ont ces stars mondiales de s'être mis en 24 pour eux et qu'ils le reconnaissent. L'athlétisme, c'est aussi un sport très cruel, il n'y a qu'un seul vainqueur. Quel est votre pire souvenir sportif ? Ah non, mais là, c'est plus un vainqueur. Enfin, et ça restera mon pire souvenir, je l'espère vraiment, c'est la blessure de Jimbo Tamberi en 2016. Quand je disais, il écrasait tout le monde, il fait le record d'Italie, il va chercher encore un nouveau record d'Italie, et là, arrachement ligamentaire, et il n'est pas champion olympique. Il aurait pu être double champion olympique, triple champion olympique potentiellement, parce que là, il avait la meilleure performance mondiale de l'été. Mais le truc, c'est que Monaco, c'était chez nous. Ça aurait pu arriver ailleurs. Hein. Factuellement, c'est pas un défaut de la piste ou c'est pas à cause d'un tapis ou autre. Le truc, c'est la ferveur de 2016 qu'il a eu des athlètes italiens, qu'il a poussé. Et effectivement, ses cris, après sa blessure, c'était glacial. Enfin, c'est quelque chose que... Voilà, ça, je peux le dire facilement. Autant les meilleurs souvenirs sont durs à aller chercher, le pire, il est là à fleur. Merci beaucoup Rémi d'avoir répondu positivement à l'invitation. Quelles sont les prochaines échéances là ? La préparation des prochains meetings, puis renégociation des partenariats, tout un ensemble. C'est des années bien remplies. Écoutez, merci encore Rémi. Merci Mathieu, merci TV Monaco. C'est la fin de ce podcast. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.